pour les infos culturelles, pour l'info culturelle, j'allais dire. Nous recevons sur ce plateau Jean-Claude Mingashanga. Il est acteur culturel. Bonjour à vous et bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. Vous avez plusieurs autres casquettes, n'est-ce pas? Effectivement, j'ai plusieurs casquettes, oui. Mais en ce moment je viens en tant qu'opérateur culturel. Je préfère me limiter à ce point. Voilà, merci, bienvenue dans cette rubrique, dans cette matinale de CIMI News. Avec vous, nous allons aborder la politique culturelle en République démocratique du Congo, 62 ans après. Que retenir de ce qu'on appelle la culture de la République démocratique du Congo? Vous savez, il y a de cela quelques jours, le 30 juin dernier, la RDC a commémoré le 62e anniversaire de son accession à la souveraineté tant nationale qu'internationale. Et du côté culturel, que reste-t-il de ces acquis? On en parle justement avec vous. Qu'est-ce que l'on peut dire 62 ans après, s'il faut faire un scanner de la politique culturelle en République démocratique du Congo? Merci madame pour la question. À ce jour, 62 ans après l'accession à l'indépendance de notre pays, je dirais, ou le constat fait par les spécialistes du domaine de la culture, notre culture est dans un état de léthargie. Oui. Mais avant d'aller en profondeur pour montrer quels sont les mots qui gangrènent notre culture, j'aimerais d'abord présenter la culture et art, ses origines. Oui. La culture et art, en tant que ministère autonome, a commencé en 1974. Mais bien avant, ce secteur a évolué aux côtés d'autres services, oui. À côté de l'enseignement, à côté de la presse, à côté du tourisme. Ce n'est que, comme je l'ai dit, plutôt en 1974, que ce ministère est devenu autonome, ministère de la culture et art. Mais à ce jour, à côté de la culture et art, il y a un autre aspect qu'on a ajouté, culture, art et patrimoine. Oui, culture, art et patrimoine. Et patrimoine. Alors, ce ministère fonctionne avec un cabinet qui donne la ligne directrice du ministère. L'administration est faite par le secrétaire général, oui. Ainsi que d'autres directions spécialisées dans telle ou telle matière spécifique. Oui. Alors, au jour d'aujourd'hui, 70 ans après, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu, que notre culture est dans une léthargie. Une léthargie, pourquoi? Puisqu'il y a certains préalables qui doivent guider et qui doivent accompagner ces services. Parmi ces préalables, c'est que tout pays doit avoir ce qu'on appelle une boussole, qu'on appelle la politique culturelle. Bien sûr. La politique culturelle, en bref, c'est un ensemble d'orientations ou de décisions que l'État se donne comme objectif à atteindre. Mais depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, nous n'avons jamais eu une loi. Une loi votée par le Parlement. Oui. Mais il y a des décisions qu'on applique, qu'on pratique, ou qu'on exerce, ou bien qu'on met en place. Mais pour que ces décisions-là soient opposables à tous, il faut que cela soit coulé sous forme de loi. Oui. Mais depuis 62 ans, aujourd'hui, nous n'avons pas cette loi. Absolument. Ce qui fait que ce soit l'une des causes, ou je dirais même la cause principale, que notre culture aujourd'hui soit dans cet état-là de léthargie, comme nous le disons. Voilà, on parle d'un état de léthargie, l'absence de loi, mais est-ce que quand même de ce côté-là, il y a quand même de fonds alloués quand le gouvernement, quand on essaye de planifier, est-ce que la culture a suffisamment des moyens pour s'épanouir, pour s'étendre, pour essayer de placer un peu, de marquer de ses empreintes? Merci pour la question, madame. Avant d'aborder le problème de moyens, j'aimerais que je puisse faire un pas en arrière pour parler des efforts qui ont été menés par le passé pour arriver à avoir une politique culturelle. Déjà, pendant la conférence nationale souveraine, il y avait la commission socio-culturelle qui avait abordé ce point pour que nous ayons une politique culturelle. Mais malheureusement, les résolutions de la conférence nationale n'ont pas été appliquées à 100%. À part ça, en 2006, le ministère de la Culture et Arts avait organisé les États généraux de la culture, oui, pour faire un diagnostic, lesquels États généraux
l'une des résolutions était que notre culture n'a pas une politique culturelle, que nous puissions doter le pays d'une politique culturelle. Et ces diagnostics a été fait secteur par secteur, la musique, l'art plastique, la littérature, et toute discipline qui comprend la culture, il y avait un diagnostic. Le musée, la bibliothèque, tout, rien n'a été laissé au hasard, tout a été pris en compte. Alors dire maintenant par rapport à la question que me posez, est-ce que la culture aujourd'hui a suffisamment de moyens pour faire le moyen de sa politique, comme on l'a dit? Je dirais que la culture dans notre pays est considérée, c'est-à-dire qu'il n'est pas est relégué au 3 ou 4e rang par rapport à d'autres secteurs. Oui. Vous imaginez la culture congolaise, son budget par rapport au budget voté de l'État n'a que 0,016% du budget. Et ce montant-là où cette cagnotte-là qui est réservée au ministère culturel n'est jamais débloqué en totalité pour faire la promotion, pour faire la sauvegarde, pour faire toutes ces activités-là pour valoriser notre culture. Donc c'est ça que je peux peut-être dire à ce sujet. Alors, la première condition, ou la première cause de la léthargie de notre culture, je l'ai dit, c'est le manque d'une politique culturelle cohérente. Oui. Alors, la deuxième chose, le peut avoir une politique culturelle, mais si les moyens ne suivent pas, oui, ça ne sert à rien. Donc, ce sont les deux éléments qui font que notre culture aujourd'hui ne puisse pas tellement évoluer tel que nous l'avons souhaité, comme ça s'est fait dans d'autres pays. Dans d'autres pays, puisque dans d'autres pays comme la Chine, comme la France, la culture est au centre. C'est même l'élément, c'est un dénominateur commun de tous les secteurs où tout le monde doit tirer sa substance. J'aimerais évoquer par le passé, à l'époque du président de la République, Marshal Mobutu, c'est Seko Kumbendo Wazabanga. Oui. On avait organisé en 1985 un colloque sur l'authenticité et le développement. Oui. Ce colloque-là avait pour objectif principal d'établir un lien entre notre passé, notre authenticité, comment nous pouvons faire en sorte que nous puissions amener le développement dans notre pays. Tous les secteurs possibles de la vie sociale, il y avait les juristes, le médecin, l'enseignement, tous les secteurs possibles. Il était question de faire un diagnostic, de faire une analyse, comment nos différents secteurs peuvent faire un pas en arrière en se basant sur notre authenticité et nous projeter pour un développement durable ou souhaité. Voilà, et vous avez parlé justement de deux mots qui rongent la politique culturelle en République démocratique du Congo, le manque de politique cohérente, de manque de moyens appropriés pour justement faire, pour que le secteur puisse faire, pour avoir le moyen de sa politique. Mais pourquoi est-ce qu'en RDC, quand on parle de la culture, on voit souvent en avant-plan la musique, alors qu'il y a d'autres secteurs aussi, il y a la peinture, il y a le théâtre, il y a d'autres domaines encore, mais pourquoi est-ce qu'on met plus l'accent sur la musique? Bon, tout cela, c'est parce que c'est une conception que nous, Congolais, nous avons. Nous pensons que la culture se limite à la musique et à l'art, alors que nous avons plusieurs disciplines, telles que la littérature. La littérature est parmi les éléments qui contiennent la culture. Or, dans d'autres pays comme la France, par exemple, si la France a été connue vers les années, disons, au XVIIe siècle, c'était grâce à la période de... C'est la Renaissance, si ma mémoire ne me trahit pas. C'était beaucoup plus la littérature, la poésie, oui, qui a fait en sorte que la France soit connue aujourd'hui à travers le monde. Et aujourd'hui, si notre littérature aussi n'a pas tellement... Parce que nous avons des écrivains, nous avons des gens qui ont une haute facture sur le plan de la littérature, mais tout dépend, ça tout demande les moyens. Mais quand on n'est pas financé, il y a des écrits qui restent non publiés. Je pense même que le ministère de la Culture à un moment donné avait organisé une activité sur les écrits, les manuscrits, c'est-à-dire que un projet, c'est quoi on appelle ça, un festival ou bien un colloque sur les manuscrits. C'était pour permettre à tous celui qui écrit
lorsque son manuscrit a une certaine valeur culturelle, Oui. qu'on puisse financer. Mais justement, comment faire justement la promotion de toutes ces disciplines culturelles, de la peinture, du théâtre, comment faire un peu la promotion de l'art, la promotion pour que les gens puissent un peu s'intégrer, parce qu'il faut le dire, à l'époque, souvent les week-ends, il y avait quand même dans chaque quartier des salles, des centres culturels de spectacles où on assistait soit au théâtre, soit à bien d'activités comme ça. Comment faire pour promouvoir d'autres disciplines? Alors, la première chose, comme je l'ai dit, il faut d'abord que la loi portant politique culturelle soit là. Deuxième chose, sont les moyens qu'on va mettre en place. Troisième chose, c'est faire en sorte que, c'est-à-dire que organiser plusieurs activités, secteur par secteur. Par exemple, faire un concours national sur la littérature, où on va détecter les talents. Même à travers des écoles. Ça se faisait à l'époque, mais à un moment donné, par manque de moyens ou le suivi, ça s'est arrêté à un moment donné. Il y avait des journées, des promos scolaires. Ces journées-là sont des journées culturelles où on essaie un peu de faire les tout sur la culture. Moi, je pense, dès que la politique culturelle sera mise en place, je sais, il y a déjà je suis parmi les gens qui sont dans ces circuits ou dans la commission qui se battent par rapport à doter le pays d'une politique culturelle. Puisque cette politique culturelle-là, il y a des orientations à moyen, à court, à moyen et à long terme sur toutes les disciplines de la culture. Donc, pour être concret par rapport à votre question, il faudra faire un plan de promotion de notre culture, discipline par discipline. Par exemple, construire des salles de spectacle. Au jour d'aujourd'hui, les salles de spectacle que nous avons connues après l'indépendance, ces salles-là n'existent presque plus. Pour la plupart, ont été transformées, soit aux églises, bien sûr, ou d'autres activités. Et sur le boulevard, ça n'existe plus. Il y avait Cinépalladium, il y avait, je ne sais plus le nom. Aujourd'hui, tout ça, c'est... Vers la commune de Kinshasa, au stade... Stade Mongita, oui. Il y en a, mais cette salle-là est transformée à également. Espace, espace Motonamoto à Bungisa. Bien que cette espèce existe, mais il n'a plus ce que nous avons connu comme Motomobouichi jouer, bien qu'il y a M. Chakatipamba qui se bat à garder ce qu'il faut garder, mais malheureusement, les moyens ne viennent pas. Tout ça, c'est puisque c'est l'État qui doit donner les moyens nécessaires à la culture pour que la culture puisse redorer son blason. Dans d'autres secteurs, dans d'autres pays, par exemple la Chine, l'État donne suffisamment de moyens. Vous allez en Corée, pareil. Vous allez en France, à l'époque où De Gaulle avait été président de la République, avait mis l'accent sur la culture en prenant le ministre Malraux, je pense, qui est aussi l'un des piliers de la révolution de la culture française. Avec les moyens, la France aujourd'hui est devenue un pays culturellement grand aussi. Pourtant, ce ne sont pas des talents qui manquent en République démocratique du Congo. Ce ne sont pas des talents qui manquent. Nous sommes un pays de culture, un pays de scandales culturels, comme on l'a toujours dit. Aussi. Mais la chose qui fait qu'aujourd'hui notre culture ne puisse pas décoller, la politique culturelle, les moyens sont insuffisamment dans ces secteurs. Le peu d'ailleurs qu'on donne ne sont pas, disons, décaissés. Puisqu'il y a un mécanisme un peu très compliqué pour le décaissement de fonds pour financer les activités dans notre pays et principalement à la culture, comme c'est un ministère relégué. Je ne sais pas à quel rang. Comme souvent les gens pensent que la culture c'est un élément de jouissance seulement. Or, la culture n'est pas seulement un élément de jouissance, c'est un élément déclencheur de cohésion des peuples qui peut déclencher, par exemple, un processus vers un développement durable. Justement, c'est là la question, parce que, bon, il faut le dire aussi qu'en République démocratique du Congo, il y a un manque de repères, et quand on ne sait pas ce que l'on veut, quand on n'a pas de repères, on ne saura pas où placer les pas. Quel est l'impact, je devrais commencer par là, quel est l'impact, justement, de la culture dans une société ou pour le développement d'un pays? D'abord, la culture transforme les humains ou les hommes. Vous savez, dans un pays, il faut avoir en tête le devoir de mémoire. C'est quoi le devoir de mémoire? C'est le vouloir de transmettre aux générations futures ou à la jeunesse des valeurs de la société.
À part les valeurs de société, il y a des personnages qui ont marqué l'histoire du pays, comme chez nous. Nous avons Lumumba, nous avons Mobutu, nous avons Joseph Kabila, nous avons tous ces hommes d'État qui ont dirigé ce pays. Chacun d'eux a une certaine valeur qu'il faudra capitaliser. À part les hommes politiques, nous avons les religieux, par exemple Kimbangu, nous avons Honorité. Tous ces gens-là avaient des valeurs. Pourquoi ne pas commencer à enseigner ces valeurs-là pour transmettre aux générations futures? On aura accompli notre devoir de mémoire. Je parle par exemple le président Kasavubu. On aurait appris que lui, quand il partait en mission, il restituait. C'est une valeur qu'il faudra transmettre à la jeunesse d'aujourd'hui. Vous prenez le président Mobutu, pendant son règne, c'était sur le nationalisme, c'est-à-dire sur la défense du territoire de notre pays. C'est-à-dire que le Congo doit aimer le pays. Et il y avait aussi un élément, c'est l'authenticité qui nous a... C'est le quoi l'authenticité? C'est une valeur. Bien sûr. Vous allez à la période de Mosé Kabila. C'est la défense des intérêts et le nationalisme, comme Lumumba. Et je préfère me limiter là-bas pour ne pas trop lister. Mais tous ces présidents qui ont passé, même l'actuel, tout le monde a une valeur. Ne voyons pas les points négatifs des personnes, puisque tout humain a ses points négatifs. Quand vous allez ailleurs, par exemple, souvent j'aime parler de Confucius, j'ai lu beaucoup de ses livres. C'est un homme qui n'était pas